Allô? Bonjour. Comment ça va ici? Comment ça va la team? Vous êtes prêts ou pas? Est-ce que vous passez un bon week-end? Est-ce que votre samedi s'est bien déroulé? Est-ce que tout va bien? Sachez que je suis en retard, mais c'est pas ma faute. J'avais dit 18h, il est presque 19. J'ai été embarqué, pour mon plus grand plaisir quelque part, mais j'ai été embarqué dans une aventure par Moinel. Vous verrez sur Instagram, il y aura peut-être une story qui va pop à un moment donné. C'est pas la faute de Messner, c'est la faute de Moinel, et en même temps, c'est pas grave. Sachez que j'ai été contacté par Moinel il y a 2 jours en me disant dimanche à midi, on va à la salle et après on va chasser la girole. Et puis hier elle m'a dit en fait on va d'abord chasser la girole et après on va à la salle. Et à midi on est parti, enfin on est parti à 13h. Et on est parti chasser la girole. Sauf qu'il n'y en avait pas. Donc on s'est dit, on fait quoi? Il y a un mini-golf à côté. Venez, on fait un mini-golf. Et on a fait un mini-golf avec les copains. Sauf que vu qu'on était tétrachiers nuls, et ben on a mis 1000 ans. Et du coup je suis en retard. Voilà. Un mini-golf paumé en bas du pic Saint-Loup, pas loin de Montpellier. C'était rigolo. J'avais pas fait de mini-golf depuis... je sais pas, 4 ans. Un truc comme ça. J'ai gagné. J'ai gagné. Je peux flex. Je peux flex, j'ai gagné. J'en ai rien à foutre. Mais du coup, je suis en retard. Voilà. Voilà, c'est pas la faute de Messner. Tout va bien. Il peut pas être à l'origine de tous mes retards. Mais bon. Merci Messner pour les 145 visionnages. Waouh! Si t'as gagné, tout est pardonné. Bah, j'ai tout donné pour gagner. Ça s'est joué à un cheveu. Hein. Moinel a failli gagner. Mais j'ai gagné. Et je ne dirai pas qui a perdu. Il serait vexé. Mais vous le connaissez. Bref. C'était l'aventure. Mais du coup, on va quand même faire ce react. Je dois quitter à 21h. Je vous le dis dès maintenant. Hein. 21h maximum parce que j'ai une réunion d'écriture Gensureva avec le Selkio. Voilà. Donc, ça continue de bosser après. Mais j'ai une heure limite. J'espère que vous êtes préparés. Je pense que Messner est beaucoup plus préparé que moi. Voilà. Moi, j'ai rien à bouffer, mais j'ai pris la petite bière sans alcool pour aller avec le react. Aujourd'hui, on va parler Zelda. On va parler Zelda. Ça va plus ou moins rentrer dans le délire du Hyrule Odyssey. En gros, vous le savez, il y a une récompense de points de chaîne ici qui est de choisir le sujet du prochain react. Et Messner, il y a quelques temps déjà, a utilisé cette récompense et nous a conseillé la chaîne YouTube de Rinkuto, que je ne connais pas du tout, donc on va découvrir ensemble, et qui fait des vidéos basées sur Zelda et sur l'univers de Zelda. Je crois que c'est un peu basé sur l'histoire de Zelda. Messner, tu m'arrêtes si je me trompe, parce que je me suis rien spoil, j'ai rien regardé, pas une seule vidéo. Je me laisse guider par le Messner ce soir. Voilà. Je recommande aussi. Ah, tu connais Erwan? Tu connais le truc, donc tu vas peut-être ne pas découvrir des choses. Mais voilà. Moi, je vais complètement découvrir. Je ne sais pas exactement de quel sujet on va parler, mais Messner m'a dit... Aoko, tu connais aussi, incroyable. C'est fou. Je vais peut-être kiffer, hein. Messner m'a dit qu'il y avait une série de vidéos intéressantes qui pouvaient être cool à regarder sur sa chaîne. C'est également un mec sympa. Et bah écoute, on va voir. On va voir, avec plaisir. Hein. Tout dépend de la vidéo, mais je connais la chaîne. Ok. Ok. Je pense qu'on va commencer rapidement, vu que je suis turbo en retard. Je pense qu'on va se faire ça. Est-ce que ça va fonctionner tout de suite? Voilà. On y est. On est sur YouTube. Par contre, ouais, je vais faire un truc. Je vais passer sur mon compte perso. Comme ça, il n'y aura pas les pubs. Parce que j'ai pas premium sur ma chaîne YouTube. Mais je l'ai sur mon compte perso. Voilà. Incroyable. Super. Ok, donc on est sur la chaîne de l'homme, de la personne. Messner, tu parlais du coup... Chut, la musique. Messner, tu parlais du coup d'une série de vidéos
Est-ce qu'il a peut-être une playlist? Il y a des vidéos sur Breath of the Wild, des analyses, Truth of the Wild et le destin spirituel d'Hyrule. Breath of the Wild 2, donc Tears of the Kingdom. Après, c'est peut-être juste dans la vidéo. Alpha et le mont Satori, Truth of the Wild 1. Du coup, la série, c'est Truth of the Wild. Parce qu'on peut, on peut se taper la playlist, en vrai. Si c'est ça. Fais voir la playlist. Alpha et la légende du mont Satori. Voyage dans le temps, Constellation et Ilia, le secret Sheikah. Triforce Dimension and Memory, le secret de l'épreuve de l'épée. Ça parle de Breath of the Wild, j'ai l'impression. Les 8 héroïnes et le terrible secret des Gerudo. Est-ce que c'est des vidéos basées sur Breath of the Wild? Du coup, j'imagine, selon le titre de... Je vais zoomer un peu, peut-être. Selon le titre de la playlist, ça a l'air d'être basé sur BOTW. Erwan n'a pas vu. C'est basé sur Breath of the Wild. Alors, chose à savoir... Bonjour Adri, comment ça va? Chose à savoir, pour ma part, pour les gens qui sont pas là depuis très longtemps, j'ai déjà fait Breath of the Wild en live il y a 3 ans, quasiment 3 ans je pense. Ils cherchent des infos dans les autres jeux pour consolider. Ok, intéressant. J'ai fait Breath of the Wild il y a tard l'époque et je me souviens pas de tout parce que c'est un des rares Zelda que je n'ai fait qu'une seule fois pour le moment. Bientôt une deuxième, mais pour le moment je l'ai fait qu'une seule fois. Du coup, il y a peut-être des trucs dont je vais pas me souvenir. Déjà, ça me parle parce que je me souviens d'un espèce de cheval mystique au sommet d'une montagne. Les Sheikah, bon, je connais. C'est le peuple de Impa. C'est un peuple qui revient énormément souvent, notamment dans Ocarina of Time. Les épreuves de l'épée, j'ai jamais réussi à aller au bout, mais je suis intéressé de ce qu'ils peuvent en dire. Par contre, les 8 héroïnes et le terrible secret des Gerudo, celle-là, elle me hype bien. Mais on peut commencer par la première. En vrai, on peut faire ça dans l'ordre. Ça va doucement. Bon alors Adri, écoute, ce soir c'est soirée chill. Je te propose de prendre une boisson chaude ou froide, alcoolisée ou non, et de te poser sous un plaid pas trop chaud parce qu'il fait pas chaud, enfin il fait pas froid, et de déguster ces vidéos avec nous. Ça va être cool. Ouais, il faut prendre ça comme des histoires, donc même si tu as pas le jeu en tête, il y a moyen d'apprécier. Ok. En fait, ce qui m'intéresse aussi, Messner, c'est moi-même de pouvoir ajouter ma patte à l'édifice avec ce que je sais de la licence Zelda. Genre, le but du Hyrule Odyssey à la base, c'était quand même de se taper l'intégralité du lore de Zelda pour pouvoir en discuter après. Là, à l'heure actuelle, dans les jeux qu'on a fait ces derniers temps, c'est un peu difficile de choper du lore parce que c'est des vieux jeux et que c'est l'époque où les liens entre les jeux n'étaient pas encore faits. Mais on va commencer dans pas très longtemps, et même déjà là avec Echo of Wisdom, je pense, à commencer à raccrocher les wagons avec des opus un peu plus scénarisés comme Skyward Sword, Ocarina of Time qu'on a déjà fait, bientôt Wind Waker, Twilight Princess et tout, Breath of the Wild. Donc je pense que déjà avec ce qu'on a appris du lore de Zelda cette dernière année sur le marathon, on a peut-être moyen, vous comme moi, hein, les gens qui ont suivi et moi, d'apporter des trucs à ces vidéos, si jamais lui-même il en a pas parlé quoi. Ça me convient tout à fait. Eh bien, let's go, Adri, let's go. Il fait froid chez toi, Erwan? J'ai vu que Aoko aussi. Ça va froidement, elle a dit. Il fait combien chez vous? Chez moi, il fait une vingtaine de degrés, c'est plutôt... Ça va. On était dehors en t-shirt, c'était ok. C'était complètement ok. Écoutez, si ça vous dit, si ça vous branche, moi je vous propose qu'on s'y lance avec la toute première et qu'on voit ce qu'il en est. Ok? Vous allez me dire si le son est bien et tout. 6 degrés, what the fuck, Erwan, mais où est-ce que t'es? T'es dans une chambre froide? Qu'est-ce qui se passe? On va se lancer et on est sur un react, les amis. Je l'ai fait qu'une seule fois. Donc, n'hésitez pas à me dire si je coupe trop, à me dire si les vidéos sont pas aussi intéressantes que ça et qu'on passe à autre chose. Ça peut arriver. J'ai confiance de ouf en Messner, donc j'ai pas trop de crainte là-dessus. N'hésitez pas à me dire si les écrans s'éteignent aussi. Voilà, on adore. C'est super. Et voilà, réacter en même temps que moi, c'est le but, hein. Voilà.
J'ai passé la journée dehors aussi, on a difficilement dépassé les 10 degrés. Ah putain, mais il y a que dans le sud où il fait encore bon. La 1 est full Breath of the Wild, mais elle est courte et permet de voir le format. Après, il y aura plus de liens avec les autres jeux. Ok, ça me va. 13 dans l'ouest, là, maintenant. 13 degrés pour Erwan. Et bah, dis donc. Et bah, il fait meilleur dans le sud. Venez à Montpellier, hein, comme toujours. Allez, allons-y. Matons ça. Vous me direz pour le volume. Breath of the Wild réserve un traitement pour le moins inattendu à la narration. Là où l'avancée de l'histoire passe par les traditionnelles rencontres avec les habitants du royaume, les éléments ayant trait au passé sont relatés à travers divers souvenirs éparpillés aux quatre coins d'Hyrule. Les souvenirs déjà... Pardon, je commence déjà à faire des pauses. Hein. Je vais faire ça tout le long, c'est le but. Hein. Allô Caroline, comment ça va? Les souvenirs dans Breath of the Wild, c'était une de mes quêtes préférées. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas la ref, il y avait... Le son est nickel? Super. Il y avait des souvenirs disséminés un petit peu partout dans Hyrule. Et c'était des souvenirs... il va peut-être le dire, hein, mais c'était des souvenirs du passé proche, en fait, de ce qui était arrivé à Link, à Zelda et au Prodige avant les événements de Breath of the Wild. Coucou Seven! Merci pour le coucou, j'espère que ça va. Je reste pas, je suis au boulot et seul. Oh mon dieu, mais reste avec nous Caroline, tu seras moins seule. Ah! L'environnement, quant à lui, s'est vu considérablement endommagé par le fléau qui s'y est abattu, se trouvant dépossédé d'une grande partie de sa majesté et de sa beauté d'antan. Nous arpentons finalement les traces de ce passé avec l'omniprésente préoccupation de chercher à comprendre ce qui s'est déroulé à ces différents endroits. C'est vrai. Ainsi, Breath of the Wild donne naissance à un nouveau type de narration, qui évite les cinématiques et l'intrigue linéaire afin d'offrir une expérience d'interprétation plus ambiante, où les joueurs sont conviés à apporter leur pierre à l'édifice narratif du jeu en fouillant les moindres recoins du monde. C'est le gros avantage de Breath of the Wild pour moi. J'imagine que TOTK est un peu pareil, ne me dites pas, mais j'imagine que TOTK est un peu pareil. C'est un des Zelda où tu te balades le plus dans des ruines en fait. Il n'y a pas grand chose... Il n'y a pas grand chose qui est encore construit, mis à part peut-être le voyage Cocorico. Ditrine. Mais du coup, il y a beaucoup de ruines, et du coup, la narration environnementale, ce qu'on appelle la narration environnementale, c'est, comment dire, ce que le décor te raconte sans avoir besoin de l'expliquer par du texte, elle est très recherchée dans Breath of the Wild, et c'est ça que j'avais beaucoup apprécié aussi. Merci de dire Rin, merci beaucoup. Ruine. Tout à fait. Oui, excavation et recherche sur les civilisations du passé occupent d'ailleurs une place plus importante dans cet opus que dans n'importe quel autre Zelda. Comme la princesse, c'est en endossant le rôle d'archéologue qu'il nous est possible de lire et de reconstruire l'histoire d'Hyrule inscrite dans son paysage. C'est quoi la musique? J'adore la musique. Rin Mido, c'est quand tu essayes d'écrire rien, mais que tu fais une faute d'orthographe. Du coup, quand je dis dites Rin, c'est comme si je disais dites rien. Voilà. La légende du mont Satori, du coup. Si l'absence d'êtres humains est remarquable lorsqu'on arpente Hyrule, la faune n'en reste pas moins omniprésente, donnant presque à penser que seuls les animaux sont parvenus à subsister dans cette nature sauvage. Les différentes bêtes d'Hyrule vivent dans des endroits spécifiques et adoptent des comportements naturels qui servent la crédibilité de notre voyage, au même titre que la flore qui ne pousse que dans les environnements qui lui sont propices. En somme, le biome général de Breath of the Wild respecte une cohérence solide. Alors... C'est quand même un peu vide en termes d'animaux, on va pas se mytho. Bon, on reste dans un jeu vidéo, mais c'est pas le jeu vidéo où la faune est non plus la plus développée. Il y a quelques trucs un petit peu par-ci par-là, ça se voit même dans les captures qu'il prend, hein, mais la faune vit sa vie et est présente, mais c'est pas non plus une immense dinguerie en termes de faune. Hein. Comme tue le monde, ouais, voilà, tout à fait. Je sais, mais c'est parce que je suis en retard par rapport aux autres. Ah, j'ai dit Ditrine parce que par rapport à TOTK. Ne me spoilez pas TOTK. Alors, quand un groupe de volatiles tourne continuellement autour d'une zone où des espèces particulières d'animaux et de plantes se développent, il y a de quoi se questionner sur cette région insolite. Le mont Satori. Putain, j'avais jamais remarqué qu'il y avait des vols d'oiseaux au-dessus du mont. Il existe dans Hyrule des ruines d'anciens temps qui interrogent le joueur sur leurs origines, comme celle de la désormais célèbre civilisation Sono, la faune, la flore et le paysage de cette montagne mystique n'ont pas à jalouser. Ça me dit rien les Sono. Je me souviens pas. De mystère.
On y trouve une diversité des plus étonnantes en termes de végétation, dont la prospérité remet en question toute précédente cohérence au niveau des environnements favorables établis pour chacune de ces espèces. Les durians, fruits exotiques d'arbres pourtant uniques et bien différents de ceux présents dans la région du Mont Satori, ne poussant presque essentiellement que dans les jungles de Firon, trouvent pourtant le moyen d'y croître autour d'un petit point d'eau. Non loin de là, la montagne héberge une quantité conséquente de piments, pourtant plus enclins à pousser dans des régions froides telles que les confins de Tabanta ou encore arides comme le désert Gerudo. Putain, il a bien fait son taf, hein. La recherche, elle est folle. Et ce que je trouve intéressant, ce qui relève, ce que lui, il relève qui est cool, c'est que l'un des points forts, des gros points forts de Breath of the Wild, c'est son level design, en fait. C'est qu'il n'y a rien qui est vraiment laissé au hasard. Ne serait-ce que les 900 Korogu qui sont planqués dans le truc, ces 900 petites énigmes un peu planquées, elles finissent par se répéter, mais en même temps, il y en a tellement, c'est normal. Mais ce genre de petits détails là, les durians qui poussent autour d'un plan d'eau sur le mont Satori, qui l'avait noté, ce truc? GG pour la neige, Mido, ça va, tu commences à avancer. Moi, il va bientôt y en avoir à nouveau. Le mont abrite également un arbre au pied duquel se développent absolument toutes les espèces de champignons présentes en Hyrule, qu'il s'agisse de champivoltes, communs dans les contrées Gerudo. C'est le mont le plus florissant du... principalement vers Nekluda, de champis-piment, originaires le mont le de plus régions chaudes, florissant ou d'Hyrule, en encore fait. de champis glagla qui, eux, poussent au pied de montagnes enneigées. Qu'importe les conditions favorables propres à chacune de ces variétés qui font qu'en théorie, elles ne peuvent pas coexister au sein du même écosystème, celles-ci se développent dans un environnement qui semble parfaitement adapté à toutes. Il est encore plus curieux de retrouver sur cette montagne, accompagnée de diverses espèces de plantes, des carottes. Il faut savoir que la carotte est le J'avais jamais tilté que ce mont-là, il était aussi florissant en ressources. Bonne récolte, notamment sur l'état du sol, l'espace entre les plants, les besoins nutritifs qui diffèrent tout au long de la croissance, etc. Si cette plante peut bien évidemment pousser sauvagement, sa racine ne développe tout son potentiel comestible que lorsqu'elle est cultivée. Il n'est donc pas étonnant qu'on ne puisse trouver des carottes tempo qu'au village Cocorico, fierté de Goustan qui se lève chaque matin pour mener au mieux sa culture. Gosse. Il n'y a vraisemblablement ouais, c'est très propre ce qu'il a fait. Pourrait expliquer une croissance. J'ai un détail à relever, je vais être chiant, c'est un détail, hein, mais son mixage est un peu aux fraises. C'est-à-dire que la musique est très forte par rapport à sa voix, je trouve. Mais c'est un détail. Naturelle de ces plantes radicalement différentes sur la même montagne. La piste d'une culture œuvrée par l'homme semble être la seule rationnelle. Les différentes plantations sont situées dans des zones bien définies, méthode artificielle indéniablement pratiquée à la vue de cet immense verger sur lequel se trouvent une houe, quelques fourches et une hache. Des outils typiquement agricoles et utilisés par l'homme. Ok, j'allais dire c'est pas sûr. J'allais dire ça veut rien dire, genre vraiment dans un monde aussi magique que le monde d'Hyrule, ça me paraît pas déconnant que t'aies un mont ultra fertile où il y a des trucs qui poussent par zone un peu comme ça. Mais ok, si tu rajoutes le détail qu'il y a des outils agricoles humains dessus, ça rajoute de la crédibilité à la théorie, effectivement. Il n'y a rien à y faire à ce mont, même pas sûr qu'il y ait des Korogu, donc t'as pas dû y passer du temps. J'y ai passé un petit moment, mais juste pour essayer d'apprivoiser l'alpha. J'y ai passé un peu de temps, je m'en souviens, Messner, quand on a fait, je crois que c'était peut-être pour les 2 ans sur Twitch, où pendant le marathon, ou alors la première année, c'était peut-être la première année, je me souviens plus, mais il y a eu un moment où j'avais un défi de choper 100 Korogu, ou 50 Korogu, je me souviens plus, en l'espace de 4 heures, et que vu que j'avais pas beaucoup traîné dans la zone, j'avais pas mal tourné autour de la zone, justement. Mais je me souvenais pas de tout ça. Ça, c'est sûr, par contre. Par contre, quand on sera sur Breath of the Wild, on ira faire un tour et on se souviendra de ce moment-là. Qui a bien pu cultiver ces terres et, surtout, que peut-il bien s'y produire? Car, en effet, outre cette nature qui y abonde anormalement, l'incompréhension générale pour le mont Satori a donné naissance à plusieurs rumeurs et légendes qui ont notamment attisé la curiosité d'un autochtone, Mélès. Ce dernier a eu vent d'une curieuse espèce animale dont on raconte qu'elle peut octroyer richesse. Je l'ai croisé ce gars-là, je me souviens pas. Profession, il a décidé de s'y aventurer mais est rentré bredouille après être tombé sur un être légendaire incarnant l'esprit suprême de la nature et maître des lieux. Ah oui, si, ça me parle ce dialogue. Par contre, je me demande vraiment d'où il sort lui. Cette créature extraordinaire veille sur les animaux de sa forêt, également appelée le sage. Elle serait la réincarnation d'un homme de grande sagesse, disparu sur les terres qu'elle protège aujourd'hui. La réincarnation d'un homme de grande sagesse. Est-ce que vous avez des théories, mesdames et messieurs, sur de qui l'alpha serait la réincarnation? Tu peux monter un peu le son pour nous? Alors attends, je vais essayer ça.
Je vais essayer de vous monter le son sans moi me casser les oreilles. Comment je peux faire ça? Je sais même pas si je peux. Attends. Non, ça va être pareil, ça va me péter les oreilles si je fais ça. Ouais, c'est pas grave. Je vais monter un poil. On va voir si je survis. Vive est toujours en alerte, elle n'est que rarement aperçue par l'homme. Ok. Elle est parfois connue sous son autre nom. Satori. C'est pas une ref à un des devs du jeu, Satori? Y a pas un délire comme ça? Les sages égales membres du Conseil constitutionnel, il s'agit donc, et c'est évident, de Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing, aka Satori. Ça me dit un truc Satori Iwata, mais c'est peut-être pas ça. Alexa, qui est Satori Iwata? Traduit de vividseats.com. Satori est devenu l'un des meilleurs artistes de dance electronica de la scène musicale 2024. Mais il a pas la ref. Ravissant les fans avec Alexa, stop. C'est pas ça. Attendez, je regarde à côté. C'est un nom qui me parle, mais... Satori Iwata, développeur japonais. Je suis aussi pertinent qu'Alexa en fait. De fou. De fou. Attendez. Nintendo, blablabla. Ça se trouve, ça n'a rien à voir avec lui. C'est peut-être pas lui du tout. Ludographie. Producteur exécutif. Mais producteur exécutif de Breath of the Wild en fait. Tout simplement. Concernant les Zelda, je vous dis ce que je trouve. Hein. Concernant les Zelda, ça a été le producteur exécutif de Breath of the Wild. Des Smash Bros. Skyward Sword également. Producteur exécutif, ça veut pas dire qu'il participait au design du jeu. Hein. Phantom Hourglass. Twilight Princess. Ah, il a tapé des grands noms. Hein. Wind Waker. Il a tapé des grands noms du Zelda. Hein. En termes de producteur exécutif. Hein. Ça veut pas dire qu'il est game designer, scénariste ou whatever. Hein. Peut-être que c'est une ref à ce gars-là. En vrai. On va voir. Ça va peut-être être dans ses théories. Satori. Au premier abord, hommage caché au regretté Satoru Iwata pour nous autres occidentaux, voilà. Cette appellation évoque surtout l'étape poursuivie par les moines bouddhistes, l'éveil spirituel. Détail, il est décédé avant la sortie de Breath of the Wild, Iwata. Au cœur des enseignements de cette philosophie religieuse figure la Renaissance, construite sur l'idée d'un cycle où se multiplient les occasions de revivre sans cesse les souffrances, la vieillesse ainsi que la mort, jusqu'à s'en libérer en atteignant l'illumination connue sous le terme de Satori. D'accord. Lorsqu'il y a passage vers la vie à venir, seul le karma suit. Ce dernier, que l'on crée en fonction de nos actes, qu'ils soient bons ou mauvais, est l'empreinte de chacun et détermine les conséquences de cette prétendue vie future. Qui accomplit de sombres actes récoltera de sombres résultats, et qui accomplit des actes lumineux récoltera de brillants résultats. Les uns et les autres renaîtront dans des mondes qui correspondent à leurs actes. Est-ce que vous avez un bon karma, le chat ? Qui a un bon karma ici ? Qui accomplit des choses sombres et qui accomplit des choses lumineuses ? Dénoncez-vous. Est-ce que vous allez atteindre le Satori ou pas ? Bah alors YouTube. YouTube, il aime pas le plein écran sur mon PC, je comprends pas pourquoi. Genre si j'enlève le plein écran, ça va se relancer. Voilà.
C'est mystique. Quand on transpose cet aphorisme dans Breath of the Wild, la description d'Alpha est sans équivoque. Cet équidé mystique était autrefois un sage qui aurait vécu en harmonie avec la nature. Autrefois cultivateur d'incroyables talents et entièrement dévoué, sa réincarnation représente les graines qu'il a semées de son vivant. L'absence de tout outil dédié à la chasse ou à l'élevage conforte l'idée qu'il était le gardien aimé des êtres vivants de la montagne, qui non seulement se sustentait de ses récoltes, mais en faisait bénéfice à toutes les bêtes avoisinantes, expliquant ainsi l'étonnante abondance d'animaux, principalement herbivores. Est-ce que ça vous évoque un personnage de Zelda ou pas, vous? J'ai à peu près le même karma que toi. Moi, j'ai un karma négatif, mais que dans les jeux vidéo. Enfin, un petit peu dans la vraie vie, mais pas autant que dans les jeux vidéo. En ce moment, je me prends un retour de karma, mais je sais pas ce que j'ai fait pour mériter. Bah alors, Mido, t'as fait du mal à quelqu'un? Faudrait plutôt savoir comment on est arrivé là. Notre vie précédente. C'est vrai. C'est vrai, du coup, parce que c'est une histoire de réincarnation. Si vous avez un karma négatif, c'est que vous étiez une merde dans la vie précédente. C'est ça? J'essaie de réfléchir à un gars, ou une meuf, hein, bien sûr, à qui correspond cette description dans les opus précédents. Une personne qui est un personnage de Zelda, qui est hyper relié à la nature. Pour moi, faut pas partir sur une déité ou un truc comme ça, un personnage genre Ordine, Faror, les gardiens des zones, ça marche pas. Les 3 déesses créatrices, ça marche pas. La déesse Ilia, encore moins. Est-ce qu'il n'y a pas un Pécor de base? Est-ce que ça pourrait être, ça me paraît un peu auto-centré, mais est-ce que ça pourrait pas être la réincarnation d'un Link proche de la nature, typiquement celui de Ocarina of Time ou de Twilight Princess, ou alors un des sages, peut-être Saria, qui était un Kokiri dans Ocarina of Time, qui du coup était probablement l'un des plus proches de la nature. Quoique Darunia étant un Goron, il est proche de la nature aussi, mais plus de la montagne, je ne sais pas. C'est vrai que par réflexe, Mido, j'aurais pensé à un sage de OT, mais si c'est le cas, je sais pas ce que j'ai fait à qui. J'ai vu la vidéo, donc je dirais Rin. Ouais, spoilez pas. Peut-être Saria. Moi, j'avoue, en première théorie, je dirais Saria. Si on se base sur Ocarina of Time, qui est quand même la pierre angulaire de beaucoup de choses. Mais sinon, il y a aussi des sages. Ça pourrait très bien aussi être Medoli de Wind Waker, tu vois. On va voir. Nombreux sont les dogmes bouddhistes qui prescrivent le végétarisme, étant un moyen de manifester de la compassion à l'égard des animaux. Plusieurs pratiquants attirent ainsi l'attention sur le fait qu'il s'agit d'êtres sensibles qui méritent autant de respect que les humains. En protégeant ces bêtes fragiles des prédateurs qui figurent parmi les grands absents des animaux de la montagne, le karma qu'il a accumulé modélise l'image de sa nouvelle vie, son être éveillé véritable, l'alpha, protecteur de ces petites bêtes luminescentes, baptisées Rumi. Ah, c'est ceux qui lâchent des rubis. Que les Rumi existaient de son vivant ou non, ces derniers semblent autant dévoués à sa nouvelle incarnation qu'il ne l'était lui-même avec ses cultures et ses animaux. Si ces petites bestioles se montrent craintives envers tout être humain, elles ne le sont pas d'Alpha, bien au contraire. Souvenir de l'époque où il était ces termites proches de la nature, une relation de confiance s'est entretenue avec les Rumi, tel qu'il a fini par se réincarner en l'image paternelle absolue pour eux. Que sont... Alors ça marche pas, mais là juste la description, j'ai l'impression de voir l'arbre Mojo avec les Kokiri ou avec les Korogu. Fonction du jeu. Salut Laetitia, comment tu vas? Parce que c'est littéralement la même description que l'arbre Mojo de Wind Waker avec les Korogu et l'arbre Mojo d'Ocarina of Time avec les Kokiri. Mais ça marche pas parce que l'arbre Mojo est toujours présent dans le jeu, donc ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Par contre, ça pourrait très bien être la réincarnation des animaux qu'il a protégés ou quelque chose comme ça. Par contre, ce que je trouve intéressant, je sais pas si je l'avais noté à l'époque sur Breath of the Wild, c'est que la DA de l'alpha est très proche ne serait-ce qu'en termes de couleurs, d'effets et de symboles, que des 4 gardiens des régions dans Twilight Princess. Lanel, Faror, Ordine... Non, pas Faror, Firon. Lanel, Firon, Ordine et... Je me souviens plus du dernier. Je sais plus. Ça va Laetitia, je suis à fond dedans. Sont-ils au juste ?
Se réunissant tous auprès d'Alpha le temps d'une journée marquée par la faveur d'une aura verte similaire à celle qui entoure les spectres des défunts, avec lesquels la corrélation est plus qu'évidente, ces petits êtres sont intrinsèquement liés à C'est pas la même certains couleur, esprits. je suis pas d'accord. À Cocorico, malgré le décès de sa mère, Pricota assure jouer à cache-cache avec elle. Pourtant, aucune personne ni même animal ne se trouve à cet endroit du village, à part un rumi solitaire. Ah. Est-ce que Pricota voit en ce rumi sa défunte mère, ou s'agit-il réellement de la réincarnation de cette dernière? Au même titre qu'Alpha, mais dans une moindre mesure, ces bestioles seraient-elles les esprits de ceux dont la vie originelle marquée par de bonnes actions aurait elle aussi été écourtée? Ok. Si l'identité de ces créatures spirituelles est incertaine, elles portent néanmoins un intérêt particulier et très curieux pour les rubis. Elles ne s'en nourrissent pas, mais semblent plutôt les rassembler. Mais ça me fait culpabiliser de leur tirer dessus pour de la thune, moi, maintenant. Du coup. Si c'est des gens extrêmement bien, qui ont fait que les bonnes actions dans leur vivant, on leur fout des flèches dans le cul pour de la thune, c'est pas ouf. Dans quel but? Remontons le temps avant Minish Cap. Selon la légende, Avant les Minish Iliens Cap. auraient été confrontés à une invasion de monstres semant le chaos. Descendu du ciel, le peuple Minish offrit aux humains l'épée de 4 ainsi qu'une relique sacrée lumineuse, la Force. À ne pas confondre avec la Triforce, cette divine gemme dorée, source illimitée de magie, est la manifestation Ouais, je physique sais, Adri. du pouvoir de la déesse Ilia, transmise de génération en génération à toutes les princesses du royaume. À vrai dire, il s'agit là de la plus grosse concentration d'un pouvoir qui réside au sein de tous les êtres vivants de la série. Alors que la plupart des êtres ne peuvent générer que des gemmes de taille moyenne, certains sont réputés pour en posséder une énorme quantité, notamment Siwan, le roi des mers de Phantom Hourglass, dont la force vitale a été volée par Bellum, matérialisée par le sable contenu dans le sablier fantôme. On n'a pas encore vécu ça, on n'a pas encore fait Phantom Hourglass. Hein. Mais je me souvenais pas. Pourtant, Minish Cap, on l'a fait, hein. Mais je me souvenais pas que dans Minish Cap, c'était pas la Triforce, mais la Force. Il y a deux trucs différents. Est-ce que, théorie à la con, mais est-ce que la Force, vous avez vu ce triangle inversé, est-ce que ce serait pas le quatrième bout de la Triforce qui manque au centre? Vous voyez? Tu sais, la Triforce, c'est 3 triangles qui forment un gigantesque triangle, et au centre, il y a un trou. J'en sais rien, hein. Mais c'est pas la même chose. Et visiblement, je me souvenais pas de ça. Bon, je me souvenais pas parce que j'ai pas fait Spirit Tracks et qu'il a l'air présent dans Spirit Tracks. Mais visiblement, la Force, c'est un truc qui est revenu plusieurs fois. Je pense pas parce que la Force, c'est Ganon qui l'a. Non, Ganon, il a la Triforce de la Force. C'est pas pareil. Il y a... j'ai l'impression que c'est deux choses différentes. Il y a la Triforce de la Sagesse qui va à Zelda et ses descendants, la Triforce du Courage qui va à Link et ses descendants, et la Triforce de la Force qui va à Ganon et ses réincarnations. Mais la Force, d'après ce que lui il dit, je vais revenir en arrière, mais d'après ce que lui il dit, c'est autre chose. La Force et la Triforce de la Force sont deux trucs différents. C'est compliqué, hein. Mais je me souvenais pas de ça dans Minish Cap. Effectivement, c'est vrai que dans Minish Cap, ils évoquent pas forcément la Triforce, je crois. On va revenir un peu en arrière. Quand ils parlent de Minish Cap. Remontons le temps avant Minish Cap. Selon la légende, les Iliens auraient été confrontés à une invasion de monstres semant le chaos. Descendu du ciel, le peuple Minish offrit aux humains l'épée de 4 ainsi qu'une relique sacrée lumineuse, la Force. À ne pas confondre avec la Triforce, cette divine gemme dorée, source illimitée de magie, est la manifestation physique du pouvoir de la déesse Ilia, transmise de génération en génération à toutes les princesses du royaume. Ah, alors, ça c'est intéressant. Je suis d'accord, la Force est à part de la Triforce de la Force. Ouais, on est d'accord. Surtout que, deux choses. Il parle de la Force, qui est l'incarnation de la magie de la déesse Ilia. Or, la Triforce, si je ne dis pas de conneries, si je me souviens bien de Twilight Princess notamment, et je crois Ocarina of Time, la Triforce, elle est créée par les 3 autres déesses qui, je crois, descendent d'Ilia, mais j'en suis pas sûr, d'un Faror et Nayru, qui, toutes les 3, créent un morceau de Triforce différent. Et du coup, ça veut dire que Zelda, vu que visiblement c'est c'est Zelda et ses descendantes qui héritent de la Force, ça veut dire que Zelda hérite et de la Force et de la Triforce de la Sagesse. À chaque fois. Je me souvenais pas de ça. Ça c'est dans Phantom Hourglass. Du coup, je suis très curieux de refaire Phantom Hourglass et Spirit Tracks.
À vrai dire, il s'agit là de la plus grosse concentration d'un pouvoir qui réside au sein de tous les êtres vivants de la série. Alors que la plupart des êtres ne peuvent générer que des gemmes de taille moyenne, certains sont réputés pour en posséder une énorme quantité, notamment Siwan, le roi des mers de Phantom Hourglass, dont la force vitale a été volée par Bellum, matérialisée par le sable contenu dans le sablier fantôme. De même, après avoir réalisé des actes ayant généré des sentiments de gratitude ou de bonheur, que ce soit dans Skyward Sword ou dans Spirit Tracks, la force se manifeste sous la forme de divers cristaux. Elle est, en quelque sorte, un équivalent du karma en Hyrule. Ah, c'est intéressant ça. Donc c'est pas un truc... J'ai l'impression que c'est pas forcément une manifestation physique comme est la Triforce. La Triforce, c'est un objet physique en soi. Mais c'est quelque chose présent en chacun qui, quand il y en a une grosse concentration, crée des gemmes. Typiquement les cristaux de gratitude de Skyward Sword ou les gemmes de Force Ward qu'on a vu tout à l'heure, que j'ai pas fait et que je ferai pas malheureusement. Je pense que les noms de la Force et la Triforce de la Force sont si proches en français à cause de la traduction. En anglais, la Force est Force Gem et la Triforce est Triforce of Power. Ah oui, d'accord. Oui, en anglais, c'est plus clair, effectivement. Dans Breath of the Wild, lorsque Link s'éveille un siècle plus tard, les grandes fées sont affaiblies et se trouvent toutes dans un état de stase dont elles ne peuvent sortir d'elles-mêmes. Autrefois vénérées comme des divinités locales et leur fontaine destination de nombreux pèlerinages, il était de coutume de leur rendre hommage via des offrandes qui sont la source de leur pouvoir, les rubis. Depuis l'établissement du royaume, si les rubis ou tout autre objet se trouvait dans l'herbe ou sous des pierres, c'était grâce aux Minish qui les y cachaient. Ah, je savais pas ça. J'avais pas noté ça à l'époque de Minish Cap, que c'est les Minish qui planquaient les rubis. Ça fait sens d'un certain côté à la base, les rubis sont pas une monnaie, mais sont des offrandes aux grandes fées laissées là par les Minish pour les Hyliens pour qu'ils puissent faire des offrandes, et que c'est tellement précieux que ça en est devenu une monnaie. Ça peut faire sens. C'est Pipou. Ouais, c'est Pipou. Mais je me souvenais pas de ça. C'est dit dans quoi, ça? Utilisés comme monnaie courante en Hyrule, ils contiennent également un certain pouvoir magique, notamment consommé par l'armure qui permet à Link de maintenir son énergie vitale en annulant tous les dégâts reçus. Les rubis agissent d'une certaine manière comme des manifestations physiques de force, puisqu'ils permettent de redonner aux esprits leur gloire passée tout en agissant par extension sur l'environnement qui les entoure. Et puis même, il y a un détail très à la con. Je pense qu'il n'est pas vraiment réfléchi à l'origine par les développeurs ni rien, mais comment tu rends la monnaie sur des rubis? Genre, admettons, tu trouves un rubis doré dans un coffre. Ce rubis, il vaut 300 rubis. Tu n'as que ça sur toi. Mais tu veux acheter des bombes à 10 rubis. Eh ben, tu vas donner 10 rubis, pas 300, tu vois. Genre, c'est pas tu donnes 300 et le gars te rend la monnaie. Pour moi, il y a une espèce de côté mystique dans les rubis, d'un côté magique dans les rubis qui peuvent du coup se diviser en fonction de leur valeur ou un truc comme ça. C'est une théorie à la con, mais j'ai déjà entendu ça plein de fois. À l'époque de Breath of the Wild, si les rubis sont pratiquement introuvables dans la nature, c'est à cause des Rumi. À l'affût, ils sont les premiers à les ramasser, mis à part ceux situés sous quelques rochers car trop lourds à soulever pour ces petites bêtes. Tout ça dans le but d'honorer, le temps d'une journée, le retour d'Alpha. D'accord. Donc Alpha aurait un lien avec les grandes fées peut-être? Oh, elle est mime cette animation, dis donc. L'énorme quantité de rubis rapportés par les Rumi confère au sage toute l'énergie nécessaire à sa résurrection et plus la concentration en force d'un être est importante, plus il laisse sa puissance. On le voit bien avec les grandes fées qui sont plus gourmandes en rubis en fonction de leur niveau. À chaque nouvelle résurrection en tant qu'alpha, il offre au mont Satori toute sa force jusqu'à ne plus en avoir assez pour vivre. Ainsi, baigné dans ce flot d'énergie, la montagne se voit de nouveau pleinement fourmillée de vie et autres ressources, ce qui est d'autant plus remarquable le jour même de ses renaissances sacrées. Oh, je savais pas ça. Oh, c'est trop bien. C'est génial comme truc. En gros, si j'ai bien compris, l'alpha, il est pas là tout le temps sur le mont Satori. Il est là par cycle, à des moments où il pop. Et en fait, quand il pop, quand il y a la grande lumière verte au-dessus du mont Satori, le lendemain, toutes les ressources sont réapparues. C'est plein d'insectes,
d'éléments de cuisine, d'animaux et tout machin. C'est stylé ça. J'avais jamais noté. Vous vous rendez compte de cette feature planquée dans le jeu? Alors qu'on s'en fout. Enfin, on s'en fout. C'est juste du lore techniquement. Et c'est un truc sur lequel tu peux très bien ne jamais tomber. Parce que si je dis pas de conneries, il n'y a pas de quête qui t'emmène au Mont Satori réellement. Genre, tu peux croiser le Michel dont il parlait tout à l'heure, mais sinon, il n'y a pas de quête qui t'emmène à visiter le Mont Satori. Tu vois toujours un petit peu au loin sa présence parce que c'est un mont assez haut et qu'il y a de temps en temps cette espèce de halo vert qui tombe dessus. Mais mis à part ça, mis à part être indiqué de manière environnementale, t'es pas forcément amené à y aller, quoi. J'ai déjà vu ça dans Breath of the Wild parce que j'arrivais toujours quand le Satori repartait. Je l'ai... je sais plus si on l'a apprivoisé, je sais plus si c'est possible, mais en tout cas, je me souviens qu'on l'avait vu quand on a fait le let's play. Il n'est d'ailleurs pas étonnant d'y apercevoir des princesses de sérénité, fleurs en voie d'extinction qui ne sont trouvables qu'à des endroits en grande concentration de force, à savoir essentiellement près des fontaines des fées ainsi qu'au pied de l'épée de légende. Il faut savoir que, d'après le Masterworks, la région dans laquelle repose la lame purificatrice est naturellement riche en force puisqu'elle a autrefois été bénie par Ilia elle-même, qui a donné naissance à un nouvel arbre Mojo dont l'apparence unique est celle d'un cerisier japonais. Le seul autre endroit en Hyrule où se trouve un tel arbre est au sommet du mont Satori, au bout du chemin que dessinent les princesses de sérénité, l'endroit où Alpha meurt et renaît continuellement. Le sage dédie ainsi chacune de ses nouvelles vies à la montagne et à tous les êtres qui y profitent. Bah du coup, il a quand même une vie à la con, cet Alpha. Genre, il se fait ressusciter... Enfin, c'est un truc uniquement karma positif, mais il se fait ressusciter par les rupies qui amènent des rubis pour l'invoquer, et il se sacrifie pour rendre sa vie à la montagne, quoi. Impossible de le sauvegarder à un relais, mais tu peux le monter temporairement. Oui, voilà, je crois que c'est ça qu'on avait fait. C'est un peu une divinité, du coup, l'apprivoiser, voilà. Bah ouais, mais regarde dans Pokémon. Pokémon, tu peux mettre Arceus dans une Pokéball. Hein. Ça aurait pu, en vrai. Si on enlève le côté narration et qu'on prend purement le côté gameplay, ça aurait pu être possible. Prospère, veillant sur eux, protégeant son sol et chaque pièce de sérénité, l'endroit où Alpha meurt et renaît continuellement. Le sage dédie ainsi chacune de ses nouvelles vies à la montagne et à tous les êtres qui y prospèrent, veillant sur eux, protégeant son sol et préservant ses cultures, conférant à la région un biome sacré unique et compatible avec n'importe quel écosystème. Lié à ces terres, il est piégé dans un cycle sans fin de renaissance, l'allégorie de l'éphémérité de la vie étant symbolisée par le fameux cerisier, tandis que les corbeaux, oiseaux nécrophages connus pour être de mauvais augures, symbolisent à la perfection la mort. Ok. Un peu badant quand même. Mais stylé. Ça nous dit pas qui c'est. Dans Truth of the Wild, vous verrez qu'il est nécessaire de s'attarder sur les moindres détails du jeu. Chacun d'entre eux a son importance et n'est pas laissé au hasard, témoignant des récits passés d'Hyrule qui ne méritent qu'à être comptés. Je vous invite à ne pas prendre ces théories comme savoir acquis et d'aller effectuer vos propres recherches. Prendre vous-même le plaisir d'arpenter une dernière fois Hyrule avant l'arrivée du prochain opus en quête de mystère et, espérons-le, de réponses. Bien sûr, vous retrouverez en description la carte du Mont Satori sur laquelle sont marqués les endroits importants qui ont été présentés, ainsi que toutes les sources qui ont permis de parvenir à l'élaboration de cette théorie. Putain, il fait ça bien. En espérant que ce travail de recherche vous aura plu, n'oubliez jamais de porter votre monocle de vérité afin de révéler les merveilles cachées qui vous entourent. Et j'aime bien sa façon de raconter et de monter les vidéos, c'est très très chill, je trouve. Cet homme possède un Tipeee, n'hésitez pas. Alors attendez, parce que moi je me pose une question. Ça date de quand ça? 4 ans. Ah ouais. Ça date de genre 3 ans après la sortie du jeu. Et la vidéo elle a 4 ans. Il a pas fait énormément de vidéos, j'ai l'impression depuis. Si? J'ai l'impression qu'il sort des vidéos... Ah ouais, oui, il est revenu il y a pas très longtemps, mais il a fait une grosse pause, j'ai l'impression. Ou alors il sort très peu de vidéos à l'année. Intéressant. Celle-là est juste avant le premier trailer de TOTK. Ok, ouais, je vois. Ouais, il y avait les musiques. Mais je regarderai les musiques, je récupérerai les musiques à l'occasion. Ok, je mets un pouce, c'était bien. Mais du coup, sa théorie, je m'attendais presque à ce que à la fin, il fasse des théories sur
de qui serait la réincarnation de ce gars-là. Mais je pense que s'il n'en fait pas, c'est éventuellement parce que il n'y a pas forcément de personnage qui correspond à cette description-là. C'est énormément de boulot. Celle qui est sortie avant le trailer de TOTK, il y a passé un temps fou. Ok. Ça me... C'est cool. Franchement, c'est cool. Je m'abonne. Tu sais quoi? Je suis abonné. Voilà. Abonnez-vous à Rinkuto. C'est cool ce qu'il fait. On va regarder la deuxième, bien sûr, mais j'ai bien aimé. Ça peut être un random paysan, il n'y a pas besoin que ce soit un personnage d'un jeu. Non, mais c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Moi, je me dis, avec une telle théorie et autant de trucs planqués dans le lore, comment dire? En tant que moi-même créateur de jeu, j'aurais cherché éventuellement à le relier à quelque chose de un peu marquant. Pas forcément le premier pécor venu qui est un peu proche de la nature, mais un truc un peu marquant. Mais c'est pas obligé. C'est pas nécessaire. Ces vidéos sont toujours quali, j'aime beaucoup ces vidéos. Bah en vrai, cette première mise en bouche m'a fait passer un bon moment. Voilà. J'ai bien hâte d'enchaîner. Je dirais qu'on peut passer à la 4. Pas sûr d'avoir le temps de faire les 4 si tu dois partir à 21h. Il reste 1h30. En vrai, celle sur les Sheikah, elle m'intéresse. Donc, tant qu'à faire, peut-être qu'on sautera la 3e et qu'on fera la 4e directement. Mais j'ai bien envie de tenter la 2e. Quitte à refaire un react dessus à un moment donné. J'ai l'impression qu'il y a assez de contenu sur sa chaîne et tout. Ouais, je suis désolé, ça va être plus court que prévu, c'est ma faute. Mais on pourra faire une 2e session de tout ça. Genre, on n'est pas... Moi, ce que je me dis, les amis, c'est que à des moments, qu'est-ce qui nous empêche de finir un live sur une petite session react de temps en temps, en fonction de comment le planning se prévoit de mon côté, mais c'est pas impossible, tu vois, genre après une session de gaming, on se fait une petite heure de react sur un truc cool. Si jamais on n'a pas le temps de regarder toute cette série-là, on pourra faire ça. Mais j'avoue, la deuxième là, celle-là sur le voyage dans le temps, Constellation et Ilia, les voyages dans le temps dans Zelda, vous la voyez pas, il y a ma tête dessus. Les voyages dans le temps, ça me dit bien. Les 2 et 3 se suivent bien, donc je dirais les 2 d'un bloc, c'est mieux. Ok, très bien. Bon, je te fais confiance. Garder la 4 pour une autre fois va aussi du coup. Ouais. Je me tâte. Je me tâte parce que je pense que là, en 1h30, on a large le temps de se faire ce duo-là. Par contre, c'est vrai qu'on aura peut-être pas le temps de se faire les 3. Allez, moi je te fais confiance, Messner. T'as dit que la 4e était cool. On va passer sur la 4. Les 8 héroïnes et le terrible secret des Gerudo. Et puis on verra. On verra. Ça ne nous empêche pas de commencer celle-ci et de voir si on a le temps ou pas. Au pire, j'aurai peut-être un peu de retard sur la session d'écriture, on verra bien. Je vais voir. On va commencer celle-là. Question. Parce que je le vois, mais est-ce que les sous-titres, ça vous est utile ou pas? Je vais faire un poll. Parce qu'il y a les gens dans le lurk qui ont peut-être pas envie de se prononcer sur le chat. Sous-titres, point d'interrogation. Oui, non. Balek. Je vous laisse 2 minutes pour voter. Comme ça, on voit à peu près. Faut les enlever sur beaucoup de termes, ça écrit vraiment nimp. Ouais, j'imagine, mais je sais que y a des gens que ça aide en fait. Il y a des gens que ça aide qui sont pas forcément. D'ailleurs, il faut que je rajoute la possibilité de mettre des sous-titres sur mon propre live. Mais il y a des gens qui préfèrent. Donc je prends la température. Si vous êtes nombreux à dire non ou Balek, je les mettrai pas, mais c'est en fonction du nombre de personnes qui auraient l'utilité d'avoir les sous-titres ou pas. Donc dites-moi. Votez, votez, ça coûte rien. Les gens dans le lurk, si vous suivez ce qui est en train de se passer, n'hésitez pas. C'est ouvert. C'est ouvert, c'est ouvert. En tout cas, cette première vidéo était cool. Franchement, c'était chouette. Je pensais pas qu'il y avait autant de théories sur ce gars. Enfin, si, remarque. Quand tu réfléchis, il est assez mystérieux
L'alpha dans Breath of the Wild, il est assez mystérieux. Il est vraiment posé au milieu de nulle part. Et il y a, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de quêtes. Il n'y a pas de quêtes qui lui sont reliées. C'est juste un espèce de mystère posé là. Donc c'est sûr qu'il y a des raisons. C'est sûr qu'il y a des trucs de narration environnementale qui sont posés. Et de théories qui peuvent être construites autour. J'aurais bien aimé un nom quand même. En mode, ne serait-ce qu'une théorie sur un nom pour voir si ça peut coller avec l'imaginaire que j'ai. J'avais un peu peur vu que c'est des histoires que ça se prête pas trop à la pause pour React, mais finalement ça marche bien. Ouais, franchement, je pense. Qu'est-ce que vous en dites, le chat? Je trouve que ça s'y prête pas mal au React en vrai. Envoie-lui un message. À Ringuto? À deux doigts de le taguer sur Twitter pour lui dire qu'on est en train de React ces vidéos. Hein. En vrai. Balek, non. Ok, il y a plus de non. Il y a un oui sur la totalité. Je vais enlever les sous-titres du coup. Ok, allons-y. Et si la deuxième est cool, je le tag sur Twitter. Allons-y. Mettez un casque, mettez un casque. Depuis Ocarina of Time, la Oula. diversité des peuples d'Hyrule n'a cessé de se développer. Si chaque opus apporte à ces Il a amélioré son mix déjà, j'ai l'impression. derniers de nouveaux éléments de culture qui leur sont propres, la série a toujours su conserver une certaine continuité. Ainsi, cet univers pourtant déjà si riche gagne en vitalité tout en préservant la forte cohérence qui fait son identité. Breath of the Wild réintroduit donc des peuples qui ont été imaginés pour la première fois il y a quelques décennies, sans manquer d'étouffer l'histoire d'Hyrule à laquelle s'entremêlent plusieurs millénaires de contes et de légendes. C'est tiré de quoi ça? C'était OTK? C'est le château de Breath of the Wild, ça? Non? La première était assez vieille, il a encore progressé depuis. Bah, j'imagine. Celle-ci, elle est assez récente, je crois qu'elle a moins de 2 ans. Hyrule Warrior? Ah, peut-être. Peut-être. Effectivement, ça a l'air de se passer dans le passé de Breath of the Wild, à l'époque où la ville n'était pas en ruine. Donc effectivement, t'as probablement raison, Aoko. Anecdotes personnelles ou exploits collectifs, insignifiantes ou épiques, il est des histoires que l'on aime se remémorer. D'autres, en revanche, que l'on préfère taire à jamais. Bien qu'étant aujourd'hui plus que rayonnantes, les Gerudo vivent encore avec le poids des actes d'autrefois. À travers les vestiges de ces époques lointaines, leurs secrets les plus sombres pourtant bien enfouis n'attendent qu'à être déterrés. Les Gerudo, ils ont une putain d'histoire quand même, hein, notamment entachée par le fait qu'ils ont, comment dire, ils ont hébergé le mal avec Ganondorf. Franchement, ça... J'aimerais pas être à leur place, quoi. Attendez, je regarde si je le trouve sur Twitter, cet homme. Est-ce que dans les liens qu'il a... Il a un Twitch? Il a un Twitter. Ça va être sympa de l'informer, ce garçon, qu'on est en train de react son truc, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais que c'est le passé de Breath of the Wild, donc peut-être tiré d'Hyrule Warrior. Ah, je serais curieux. Je serais curieux. Je vais le follow. C'était pas Colette qui disait qu'elle le connaissait? Ah bon? Peut-être. Je sais pas. Je fais un tweet. J'ai mis, vous me dites ce que vous en pensez, mais j'ai mis en plein react des vidéos de Rinkuto. Franchement, c'est trop plaisant et trop chill. On théorise sur Zelda avec lui, c'est chouette. C'est bien ou pas? J'ai fait un resto avec lui une fois et d'autres gens de Twitch. Sérieux? Peut-être Aoko, mais j'ai un souvenir de quand j'ai fait la propale de quelqu'un avait réagi. Bah, c'est peut-être Aoko alors.
Allez, on verra, ça se trouve, il passera. J'ai l'impression qu'il a un Twitch, hein. Fais voir. Merde. Comment je suis arrivé là? Attendez. Attendez, j'arrive. Pardon. Ah non, il a un Twitter et un Discord. Ok, j'ai cru qu'il avait un Twitch. Pas du tout. Pas du tout, my bad. On recommence. Épisode final. Ah, du coup, c'est une série terminée. C'est une série terminée. Le désert Gerudo. Parmi tous les peuples d'Hyrule, seule la tribu éponyme a réussi à prospérer dans cet environnement hostile. Isolés des autres civilisations par l'immensité du désert, les Gerudo possèdent évidemment leurs propres coutumes et cultures bien établies. J'avais bien kiffé la zone des Gerudo dans Breath of the Wild. C'était un peu particulier d'y aller. C'était spécial. Mais une fois dedans, la ville, elle est vraiment trop chouette. Et j'adore le lore des Gerudo en vrai. C'est vraiment cool. Après, il a fait une série de théories sur TOTK à partir de Breath of the Wild et des trailers. Ok, donc du coup, c'est un truc que je regarderai après TOTK. On pourra refaire un react Rinkuto après TOTK. Là où le culte de la déesse Hylia est très présent partout ailleurs en Hyrule, aucune Gerudo ne prend soin ni ne prête attention à l'effigie de la déesse. Ah, c'est vrai, se tient ça. comme perdue dans une ruelle très peu fréquentée, Il y a spoil, prenant ok. la poussière. Si Hylia a probablement été vénérée à un moment donné dans l'histoire, le peuple du désert a désormais les yeux rivés sur un tout autre panthéon. Celui des 7 héroïnes. Ah putain, c'est vrai! Ah, j'avais oublié ça! Bien Ces que statues visuellement là. identiques en tout point, ces immenses édifices représentent les divinités protectrices des Gerudo. L'absence de caractéristiques individuelles et cette manière qu'a la tribu de ne personnifier aucun de leurs monuments a motivé bon nombre de personnes à tirer des conclusions hâtives quant à leur identité. S'il est assurément inscrit sur les statuts des héroïnes qu'elles faisaient autrefois partie d'un groupe de 7 sages, il n'y a actuellement aucune raison de penser qu'elles représentent celui d'Ocarina of Time plus que n'importe quel autre groupe rencontré dans l'histoire. J'avoue, ce serait bizarre. Genre, il y a pas de vrai lien entre... mis à part... comment elle s'appelle déjà, la sage Gerudo dans Ocarina of Time? J'ai oublié. Mais mis à part la sage Gerudo, il n'y a pas de raison particulière qui vénère les autres, en fait. Naboru, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de raison particulière qui vénère les autres. Mais c'est vrai que le chiffre est évocateur. Le chiffre est évocateur. Et c'est vrai, 8 héroïnes, parce qu'il me semble qu'il y a une quête, la 8ème héroïne ou un truc comme ça dans Breath of the Wild. Avec une 8ème statue. Mais on va voir. Pourquoi pas non plus les 7 jeunes filles de Force Sword Adventures, ou bien celle de Link to the Past. Il y avait ça dans Link to the Past? Ah oui, c'est vrai! Les 7... on libère 7 meufs dans les donjons, en fait. C'est vrai, je me souviens de ça. Je crois, c'est ça, hein, je dis pas de conneries. Comme le laisse suggérer le détachement des Gerudo de la culture d'Hyrule, les héroïnes sont plus probablement de nouveaux sages jusqu'ici jamais rencontrés. Ouais, t'as raison, Aoko. Ceci dit, l'histoire. Bah, c'est un bon nombre de donjons à faire, en fait, dans un jeu. C'est beaucoup basé là-dessus, en final. Hein. Le nombre 7, le chiffre 7, en tout cas, il est très utilisé parce que, côté gameplay, on va pas se mytho. Si je dois vous apporter un côté qui casse un peu l'ambiance, désolé, mais un côté purement jeu vidéo ludique, parce que c'est mon métier quand même, c'est un bon chiffre. En fait, ça a toujours bien marché, les 7 donjons et le boss final dans les Zelda, je trouve. C'est pas un truc qui manque fatalement à Breath of the Wild parce qu'il y a tous les sanctuaires qui vont avec, qui sont des mini-donjons, et 4 c'est suffisant. Mais dans tous ceux qu'on a fait, dans tous les Zelda qu'on a fait jusqu'à présent, quasiment, c'était le même nombre de donjons, quasiment. Et ça fait une durée de vie intéressante. Oh non! Se veut plus complexe. Ok. Si le mystère était déjà bien épais, une 8ème héroïne, privée de son épée C'est et ça. oubliée de tous loin du désert, sur les hauteurs Gerudo, vient s'ajouter au tableau. Bien que celle-ci se dresse dans une solitude éternelle, elle faisait, à un moment donné de l'histoire, partie intégrante du même groupe que les 7 autres. Mais ils ont pas déplacé la statue. La statue, elle a été gravée à même la roche. On est d'accord. En plus, c'est complètement de l'autre côté de la montagne. Je me souviens de cette montagne-là,
Et complètement de l'autre côté, il y a le désert Gerudo, si je dis pas de conneries. En effet, les plus anciennes ruines Gerudo dans lesquelles les Yigas se sont installés présentent les 8 héroïnes ensemble. Ce qui est curieux en ces lieux, c'est le manque de précision concernant leur statut. Il n'y a, à vrai dire, aucune inscription qui ne laisse suggérer qu'il s'agissait bien d'héroïnes ou même de sages. Il ne fait évidemment aucun doute que ces figures étaient très importantes pour les Gerudo des anciens temps, mais la structure du bâtiment s'apparente plutôt à celle d'un conseil ou d'un tribunal qu'à celle d'un lieu de culte. Et si les héroïnes n'étaient initialement pas des sages, ni même des divinités, mais plutôt un ordre militaire ? Et du coup, les drapeaux qui sont posés sur leurs yeux, c'est des trucs des Yigas. Ça n'a rien à voir avec les Gerudo directement. Je me souviens plus exactement de l'histoire des Yigas, parce que c'est le symbole des Sheikah à l'envers qu'ils utilisent. Est-ce que c'est... Je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais est-ce que c'est une faction des Sheikah qui a fait sécession et qui a créé son propre clan? Ou un truc comme ça? Depuis les événements tragiques autrefois perpétrés par Ganondorf, plus aucun mal n'a assumé le trône. Avec cette soudaine absence de figure autoritaire, il n'est pas impossible qu'un pouvoir arbitraire ait été mis en place par le peuple du désert, celui-ci représenté par ses 8 membres de l'époque les plus importants, dans le but d'agir pour la sécurité et la prospérité des anciennes Gerudo. Cette hypothèse d'ordre une sorte de conseil, quoi. Quasi arthurienne est d'autant plus renforcée par le nom de fichier de leur modèle, qui considère ces statues comme étant des statues de chevaliers. Les codes propres à cet ordre ça peut rien vouloir dire, ça. Encore en vigueur aujourd'hui. La garde rapprochée de la chef Gerudo, qu'il s'agisse de Beterra ou de celle qui assurait la protection d'Urbosa, semble tenir un garde-à-vous particulier lorsqu'elle est en fonction. Une pose qui se veut autoritaire, bras tendus devant le torse, les mains jointes reposant sur le pommeau de son arme dressée à la verticale. J'avais jamais tilté ça. Pas n'importe quelle arme. L'espadon Gerudo, une épée uniquement réservée aux soldats les plus talentueuses. En dehors de la garde rapprochée, aucune autre guerrière n'est autorisée à manier une telle épée. L'affiliation de cette posture à celle des 7 héroïnes ne fait aucun doute. Serait-ce un simple hommage? Les héroïnes reposaient elles aussi sur l'espadon Gerudo? Comme pour nous ôter d'un doute, il s'avère que l'on peut retrouver cette fameuse arme plantée au pied de l'épée perdue de la 8e héroïne. D'ailleurs, par contre, je me souviens d'avoir tiqué là-dessus pendant le let's play. Comment elle est arrivée là, cette putain d'épée? Parce qu'il me semble que l'épée, en tout cas la statue de l'épée, elle est au sommet de la montagne. Elle n'est pas du tout tombée au pied de la statue ou un truc comme ça. Elle est au sommet de la montagne. Comment elle est arrivée là, s'il te plaît? J'ai besoin de savoir. J'ai pas d'idée, mais merde. Cette dernière n'aurait d'ailleurs pas disparu de l'histoire sans raison. À en juger par sa présence dans les ruines du Conseil, la 8e était autrefois aussi importante. Elles sont où ces ruines? Pardon, je coupe beaucoup, mais elles sont où ces ruines? Je me souviens pas de cette zone. On l'a vu cette zone dans le let's play ou pas? Est-ce que c'était dans le DLC? Je me souviens du DLC avec la 5e créature et le boss Yigas qu'il y avait. Je crois que c'était ça. C'est le repère des Yigas dans la montagne Gerudo. Avec le boss débile. Ah putain, mais j'ai même pas tilté alors. J'ai probablement pas tilté sur le moment. Ok, je vois à quel moment c'est, mais j'ai probablement pas fait gaffe. Importante que les autres. Un événement s'est forcément produit entre-temps, résultant jusqu'à son effacement total de l'histoire des Gerudo. C'est l'entrée, d'accord. Un tel processus peut s'apparenter à celui de la damnatio memoriae, autrefois pratiquée dans l'Antiquité et qui consistait à effacer toute trace de l'existence d'un personnage public ayant commis des actes néfastes et gravissimes. Il s'agit en c'est ce qui va arriver à J.K. Rowling MDR. En quelque sorte du pendant inverse de la consécration. Alors que la 8e héroïne aurait été condamnée à l'oubli, les 7 autres auraient été déifiées, s'élevant littéralement au rang de divinité protectrice pour les Gerudo. Mais elle a fait quoi du coup? En lien avec sa condamnation, il ne fait... Coucou petite fée. Grand Koga, bonsoir. On écoute Zeltic. C'est Rinkuto. Je sais pas si Zeltic c'est le nom d'un youtubeur, mais là c'est Rinkuto qu'on react ce soir. Fait aucun doute que la 8e héroïne ait également subi l'équivalent symbolique d'une dégradation militaire à l'instar de l'officier Dreyfus lorsqu'il fut accusé à tort. Mais regardez par contre, je suis désolé mais sur cette image on le voit bien qu'elle est gravée à même la roche. Également subi l'équivalent. C'est-à-dire que ce que je gloire au grand Koga. Ce que je note avec ça, c'est que
si ma théorie est bonne, sa statue, elle a été créée directement à cet endroit-là. Donc ça veut dire que même si elle a été dégradée, je sais pas si c'est le bon terme, ils l'ont quand même construite. Genre, la dégradation, elle est tellement forte que ils l'ont quand même représentée exprès ailleurs des autres. Est-ce que c'est une manière de montrer à quel point elle a été dégradée, mais du coup, ça maintient son existence, vous voyez ce que je veux dire? Ringoto, oui, ce sont les 2 chaînes que je dévore. Je dis rien, j'ai regardé celle-là, top comme React. Bah merci, petite fée, c'est Messner qu'il faut remercier surtout, c'est son idée. Symbolique d'une dégradation militaire à l'instar de l'officier Dreyfus lorsqu'il fut accusé à tort de haute trahison, à savoir la destruction de tout symbole de statut, dont notamment l'épée. Une telle sentence est irrémédiable, et les Gerudo ne l'ont sûrement pas prononcée à la légère. Ces mesures drastiques étaient autrefois prises dans le but de rétablir l'honneur d'une nation, et c'est sans aucun doute afin de défendre leur fierté féminine qu'a eu lieu la condamnation à l'oubli de la 8e héroïne. Seul un affront profondément injurieux à leur image put motiver une telle conspiration. Il fallait faire disparaître la cause de la grande honte des Gerudo, une honte qui les poursuivra pour l'éternité. Ganondorf. D'une certaine manière, l'ancien roi Gerudo et la 8e héroïne sont connectés. Est-ce que, théorie, est-ce que ce serait pas Kume et Kotake, qui sont dans Ocarina of Time les 2 mamans mères adoptives de Ganondorf, et qui, quand elles fusionnent, ne font qu'une seule entité, qu'une seule personne, qu'on a vu dans Ocarina of Time et qu'on a vu aussi dans Oracle of Ages et Seasons. Théorie. Call au pif. Bien qu'ayant été effacée de l'histoire, la 8e héroïne serait vénérée encore aujourd'hui sur les hauteurs Gerudo. Cette région est uniquement habitée par les Yiga, qui y ont établi il y a bien longtemps leur quartier général, ainsi qu'un campement plus haut dans les montagnes. Donc, je revois ma théorie. Les Gerudo auraient construit que 7 statues, et c'est les Yigas qui auraient construit la 8e, à part, pour pouvoir continuer de la vénérer, parce qu'ils sont d'accord avec ce qu'elle a fait. Par contre, l'épée, ils l'ont construite là où elle est, ou ils l'ont déplacée après? Très bonne question. Ces derniers voueraient-ils un culte à la 8e héroïne? Contrairement aux 7 héroïnes qui ont été taillées dans de la pierre blanche puis déplacées pour former ce temple, la 8e héroïne a été sculptée à même le flanc de la montagne, d'une roche rougeâtre, et lui est encore attachée. Cette statue qui aurait trop contrasté avec le décor n'était donc pas destinée à faire partie du même complexe. Elle a sans aucun doute été construite avec la parfaite connaissance de l'événement qui mena au bannissement de l'héroïne dissidente, comme une marque d'opposition avec le peuple Gerudo et, par extension, avec le royaume d'Hyrule. Ça va avec ce que je disais. Se manifeste notamment par la sculpture en miroir. Comme pour les autres héroïnes, il y est inscrit 7 sages, mais de façon inversée. Cette symbolique inversée est typique des Yiga, qui l'utilisent déjà pour montrer leur antagonisme avec les Sheikah. Il est très probable que la statue de la 8e héroïne ait en réalité été construite par leurs ancêtres. 2 camps sont donc identifiables à ce stade, les Gerudo et les 7 héroïnes d'un côté, la 8e et les Yiga de l'autre. Or, ce qu'on savait d'eux jusque-là, c'est qu'il y a plus de 10 000 ans, les premiers Yiga ont choisi de prêter allégeance à Ganon, une allégeance qui se perpétuerait donc à travers la vénération de cette mystérieuse Je me souvenais pas de ça. Gerudo. Tout porte à croire que la 8e héroïne et Ganondorf sont bel et bien liés. La disparition de Tuscar après qu'il nous ait confié des informations à propos de cette statue est d'ailleurs très inquiétante. Parmi tous les habitants du royaume, il s'agit du seul qui se soit mystérieusement volatilisé. Ah putain, j'avais jamais tilté ça. Je me souviens de ce gars. En fait, c'est compliqué. Vraiment, du point de vue d'un joueur lambda, tu croises un type dans un monde aussi vaste que celui de Breath of the Wild. Le gars, il te parle d'un truc, il te donne une quête et tout. Mais le monde, il est si grand et les PNJ sont entre guillemets si nombreux que ça te paraît pas déconnant de plus jamais le recroiser derrière. Mais du coup, ce gars-là, si ce qu'il dit est juste, à partir du moment où il te donne les infos, il dépop le gars.
il n'existe plus. J'adore le montage de Rinkuto. Et surtout, tout est précis et creusé. Ce ne sont des théories, ce ne sont pas des théories juste comme ça. Oui, c'est ça. Il se casse la tête. Hein. Le Lord of Breath of the Wild est très diffus. Ouais, complètement. Il est très environnementalisé, je trouve. Il est jamais explicité à l'écrit, en tout cas. Les Yiga nous sont maintes fois présentés comme des assassins. S'ils vénèrent bien cette 8e héroïne, il y a de fortes chances pour que Tuska ait été assassiné pour avoir révélé des informations sensibles. Et oui, du coup. Si tous les autres peuples d'Hyrule semblent avoir oublié la véritable forme du fléau, ne lui connaissant en effet que ce nom, il ressort clairement du discours d'Urbosa que les récits concernant l'origine de Ganon et le fait qu'il fut autrefois un Gerudo ont quant à eux bien été conservés par le peuple du désert. D'autant que, parmi toutes les tribus du royaume appelées à la lutte contre le fléau, il s'agit de la plus déterminée, Urbosa ayant accepté sans hésitation la requête de Zelda, témoignant clairement d'une volonté de réparer les erreurs d'un passé pourtant si lointain. Toute la méfiance. Bah oui, de fou. Alors, c'est vraiment très lointain. Hein. Dans l'univers Zelda, je crois que le Ganondorf roi des Gerudo, c'est genre 1000 ans, 2000 ans, 10 000 ans avant. Hein. Un truc comme ça. Je ne sais pas exactement la temporalité de à quel point Breath of the Wild est loin d'Ocarina of Time, mais c'est très loin. Ça veut dire que à l'époque de Ocarina of Time, à l'époque où Ganondorf est le roi des Gerudo, comment dire, je pense que les Gerudo sont de son côté, plus ou moins. Je me souviens que c'est majoritairement des ennemis, genre il y a très peu de Gerudo avec lesquels tu converses de manière chill. C'est galère d'aller dans leur forteresse, elles t'emprisonnent. Il y a toute une phase d'infiltration et tout, tu casses la gueule à certaines Gerudo. Et là, c'est vrai qu'elles sont ultra déterminées à lutter contre le fléau, quoi. Donc le côté, on répare les erreurs du passé et on fait pas la même chose, on est très loin d'un gouvernement français, quoi. La méfiance et le scepticisme à l'égard de la gente masculine prennent également leurs origines auprès de Ganon. Ouais, tu m'étonnes qu'elles deviennent misandres, le seul mec qu'elles ont accepté, il a foutu la merde. Principalement sur la figure mythique des Amazones, une société matriarcale pour laquelle la prospérité repose uniquement sur le féminin, la fierté des Gerudo est très clairement axée sur le genre. Elles projettent leur peur et crainte de Ganondorf sur tous les hommes, sans discernement, les considérant comme étant intrinsèquement plus mauvais et destructeurs que les femmes. C'est un peu vrai, MDR. La place des hommes au sein de la tribu se voit ainsi prohibée. L'accès à la cité leur est interdit, et même le simple fait de confectionner et de vendre des vêtements leur étant destinés devient illégal. Ah, j'avais jamais noté ça, mais la tenue masculine Gerudo, elle est illégale. Ça se remet de génération en génération, je trouve ça si bien fait. Mais ouais, grave, c'est bien pensé. Hein. Le lore de Breath of the Wild, c'est très peu le cas dans les autres opus Zelda. Ça l'est un petit peu dans Skyward Sword et tout. Mais le fait que Skyward Sword soit en début de timeline, ça fait qu'ils n'étaient pas obligés de se casser trop la tête avec du lore diffus, on va dire. Là où Breath of the Wild, qui visiblement se situe en fin de timeline, le fait qu'ils aient tout rapproché, tout recoupé, c'est... comment dire ? C'est très bien pensé, quoi. Petit rappel aux viewers qui passeraient par hasard, Arnaud regarde ces vidéos sans avoir fait TOTK, donc pas de spoil. Tu as raison, Aoko, et Messner également, je vais épingler ce message. Tu es épinglé, Aoko. Tu es complètement épinglé. Cependant, alors que Ganondorf avait déjà commis ses actes malfaisants irréversibles dans Ocarina of Time, les Gerudo n'excluaient pas encore les hommes autant qu'elles le font aujourd'hui. Au contraire, ces dernières ont même accepté Link dans leur rang en allant jusqu'à lui conférer le titre de Gerudo après qu'il leur eût prouvé être aussi digne qu'elle. L'épopée du héros du temps et l'avènement de Ganon ne sont donc pas les événements qui ont conduit la tribu à appliquer de telles lois restrictives vis-à-vis des hommes. Ces lois seraient donc apparues bien plus tard, des suites d'une des nombreuses batailles contre Ganon qui ne manquent qu'à être comptées et dans laquelle les héroïnes auraient été impliquées. Attends, ça dépend ça, je suis pas complètement d'accord. Ça pourrait très bien... en fait,
comment dire, au moment où tu vas voir les Gerudo dans Ocarina of Time, et que tu es adulte et que Ganondorf a déjà pris le contrôle d'Hyrule, elles sont effectivement pas forcément très vindicatives envers les hommes. Par contre, ça peut très bien arriver après l'éviction de Ganondorf. Ça peut très bien se passer après. C'est-à-dire, une fois que Link a battu Ganondorf et que le monde d'Hyrule redevient normal, peut-être que la famille royale va aller demander des comptes aux Gerudo en mode pourquoi vous l'avez laissé faire et tout machin, et qu'il y aura quelqu'un chez les Gerudo qui dira, qui se lèvera en mode mea culpa, my bad, plus jamais on se fera avoir, on se rendait pas compte et tout. À partir de maintenant, on fera plus gaffe et que ça vient d'ici, tu vois. Théorie à la con, mais c'est pas impossible. Et après, il y a aussi, peut-être qu'il va en parler, mais Ganondorf, tel qu'on le connaît dans Ocarina of Time, revient dans Twilight Princess. Et bon, il n'y a pas réellement de Gerudo, je crois, dans Twilight Princess. Mais en tout cas, il est déjà ennemi de tout le monde, quoi. Ça fait pas mal d'épingler les gens comme ça, avec leur consentement, bien sûr. Je suis épinglé, maman, j'ai réussi ma vie. Pas passer loin de l'œil. Non, je vise toujours des zones non létales à Oko, t'inquiète.